A plane disappeared. What? All the elevators are blocked out. This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. The other one just hit. Something else just hit. A very large plane just flew directly over my building. Mardi 11 septembre 2001, 6h30 du matin, l'aube se lève sur New York. Le ciel est d'un bleu limpide sans un nuage, une matinée splendide s'annonce sur la ville. Dans son petit appartement, le réveil de Jonelle Guzman Macmillan se met à sonner. Jonelle, elle a 30 ans, elle est originaire de Trinité et Tobago, ça fait maintenant 2 ans qu'elle s'est installée à New York dans le but de trouver de meilleures opportunités professionnelles, et depuis son arrivée, elle a réussi à se faire une place, elle a un travail, un compagnon, bref, sa vie a radicalement changé pour le mieux. Si Jonelle se lève de bonne heure, c'est pour prendre le temps de bien se préparer avant sa longue journée de travail. Elle est plus précisément intérimaire pour le Port Authority of New York and New Jersey, une agence fondée pour superviser et développer les infrastructures de transport de la métropole de New York, dont le siège principal est situé au 64e étage de la tour nord du World Trade Center. Autour d'elle, l'appartement est calme, seul le léger bourdonnement d'un climatiseur et les bruits lointains de la circulation à l'extérieur viennent troubler le silence, et doucement, elle prépare sa routine matinale. Une rapide douche pour se réveiller pleinement, un petit moment d'indécision quant à la tenue qu'elle va porter aujourd'hui. Elle choisit finalement une tenue sobre avec des bottes à talons hauts, un choix qu'elle va plus tard énormément regretter. Jonelle jette un coup d'œil à l'horloge murale, toujours en se préparant. La matinée avance et elle ne veut surtout pas être en retard. Avant de partir, elle prend quelques minutes pour ranger son sac, elle vérifie qu'elle a bien son badge d'accès au bureau, ses clés et un peu d'argent liquide. Elle ne prépare pas de petit déjeuner, elle préfère prendre quelque chose en route ou au bureau pour gagner du temps. Elle prévoit de prendre son petit déj une fois arrivée à son travail, comme à son habitude. Jonelle, tout comme plus de 40 000 travailleurs, prend la route direction le World Trade Center. Dehors, l'air est doux et frais. Avec son sac sur l'épaule, elle rejoint la station la plus proche pour entamer son trajet vers Manhattan. Il est un peu plus de 7h15 du matin. Pour l'instant, elle est dans les temps, elle doit se rendre à 8h précisément dans son bureau. Dans le métro, la rame est déjà bondée à cette heure de pointe. Ils sont des centaines de milliers à se rendre chaque matin dans le sud de la ville, et forcément l'ambiance est pas exceptionnelle. Jonelle, de son côté, elle se perd un peu dans ses pensées. 2 ans auparavant, elle était encore aux Caraïbes, dans une famille modeste, sans grandes opportunités, et aujourd'hui, la voilà new-yorkaise d'adoption, en route pour l'un des plus prestigieux immeubles de bureaux du monde. Même après 2 années à New York, ce bâtiment et ce quartier en général l'émerveillent encore. C'est un cadre de vie qui lui plaît beaucoup et elle est très fière d'en être arrivée là. Une fois arrivée à destination à la station World Trade Center, située directement sous le complexe du World Trade Center, elle remonte les escaliers vers la sortie et aperçoit comme à son habitude ses 2 grandes tours de 110 étages. Elle se dirige vers la tour nord, culminant à plus de 400 mètres de hauteur pour rejoindre le 64e étage où se trouvent ses bureaux. Jonelle présente son badge d'accès aux agents de sécurité postés dans le vaste hall de la tour nord, puis elle se dirige vers les ascenseurs express qui mènent aux étages supérieurs. Serrée parmi d'autres employés dans la cabine, elle ressent cette légère pression aux oreilles alors que l'ascenseur file vers les hauteurs. En quelques dizaines de secondes, la voilà propulsée au 64e étage. Il est aux alentours de 8h et la journée de travail s'annonce ordinaire. En passant, Jonelle salue quelques collègues déjà installés, chacun s'apprête à entamer ses tâches du jour, et elle s'installe à son tour à son poste et dépose son sac. Elle allume son ordinateur, un geste anodin qui marque pour elle le véritable début de sa journée de travail. En attendant que son ordi démarre, Jonelle se laisse attirer par la vue. À cette hauteur, le panorama de Manhattan est magnifique. Encore une fois, par moments, elle peine à croire qu'elle travaille ici. Le truc, c'est que malgré cette fierté, elle garde ce travail presque secret vis-à-vis de sa famille restée à Trinidad. Dans les appels qu'elle passe le week-end, elle se contente souvent de dire qu'elle travaille dans des bureaux à Manhattan sans entrer dans les détails. Elle ne précise jamais qu'elle se rend chaque jour dans les hauteurs du World Trade Center à cause d'une peur qui ne l'a jamais vraiment quittée depuis son arrivée à New York. Lorsqu'elle a posé le pied sur le sol américain, elle était venue avec un visa touristique à durée limitée, espérant régulariser sa situation une fois sur place. Mais les démarches se sont avérées plus complexes qu'elle ne l'avait imaginé,
et l'échéance de son visa est finalement passée début 2000. Depuis, elle se fait discrète, toujours en train de calculer ses mots, ses gestes, ses trajets pour ne pas se retrouver face à une question administrative qu'elle ne pourrait pas résoudre. Son poste à la Port Authority, obtenu grâce à une agence d'intérim, est une véritable bouffée d'air financier, mais aussi une prise de risque quotidienne. Du coup, chaque matin, lorsqu'elle glisse son badge d'intérimaire pour passer la sécurité du World Trade Center, une petite part d'elle se demande si elle est vraiment à sa place ici, si le rêve américain qu'elle poursuit n'est pas bâti sur un fil prêt à se rompre. Mais à chaque fois, cette inquiétude est balayée par une autre certitude. Ce poste est une chance qu'elle ne peut pas se permettre de perdre, un premier pas vers une vie meilleure, vers ce qu'elle est venue chercher à New York. Bref, une fois installée, elle mange en vitesse son petit déjeuner, boit un chocolat chaud comme à son habitude. Aujourd'hui, il n'y a pas de pression, aucune réunion importante n'est prévue dans son planning. Alors, elle se lance dans ses tâches routinières qu'elle maîtrise maintenant bien, principalement de la saisie de données et du classement de dossiers. Très vite, une collègue et amie de Jenelle passe la voir à son cubicle. C'est Suzanne, avec qui Jenelle s'entend très bien. Elle discute, rigole, le ton est léger. Jenelle se sent bien dans ce bureau grâce à ses collègues, malgré cette petite arrière-pensée qui lui rappelle qu'elle n'est pas censée avoir le droit de travailler sur le territoire américain. Et en discutant avec Suzanne, Jenelle jette un coup d'œil vers l'entrée de l'étage, espérant apercevoir une autre de ses amies, Rosa Gonzalez, sa collègue la plus proche. Rosa n'est pas encore dans les parages, peut-être qu'elle a pris un peu de retard. Jenelle se dit donc qu'elle repassera plus tard dans la matinée pour lui passer le bonjour. Il est maintenant 8h46 du matin. Jenelle est de retour à son bureau depuis quelques minutes, elle termine son... En une fraction de seconde, Jenelle sent le sol trembler sous ses pieds et les murs vaciller autour d'elle. La tour vient de trembler comme si quelque chose d'énorme l'avait heurté. Et dans l'open space, c'est la confusion. Personne ne comprend ce qui vient de se passer. Il est 8h46 ce matin-là, et un avion de ligne vient de frapper la tour nord du World Trade Center entre le 93e et le 99e étage, environ 100 mètres au-dessus du bureau de Jenelle. Ce vol, c'était le vol numéro 11 d'American Airlines, un Boeing 767 parti de Boston à destination de Los Angeles. À son bord, 92 personnes, 11 membres d'équipage, 76 passagers et 5 terroristes d'Al-Qaïda qui, moins d'une heure après le décollage, ont pris le contrôle de l'appareil. Chargé de plus de 38 000 litres de carburant, il s'est écrasé à plus de 700 km/h dans la façade nord de la tour, éventrant plusieurs étages et soufflant cloisons et fenêtres en une fraction de seconde. Pendant un court instant, le temps semble suspendu. Jenelle Guzman, comme tous ses collègues, reste figée. Il y a quelques secondes à peine, elle prenait tranquillement son petit déjeuner devant son ordinateur allumé. Mais maintenant, son monde vient de basculer dans l'inconnu. La journée ordinaire du 11 septembre 2001 vient de prendre une tournure tragique, et ce n'est que le début pour Jenelle qui va vivre dans les prochaines heures un véritable enfer. Elle aperçoit par la fenêtre des nuages de papier et des débris en feu déversés du sommet de la tour. Et là, d'un coup, la situation devient beaucoup plus grave. Non, parce que je vous le rappelle, Jenelle, tout comme ses collègues, n'ont toujours pas conscience de ce qu'il vient de se passer. Et cette vision, ces débris enflammés qu'elle remarque par la fenêtre, lui fait comprendre que là va vite falloir partir. Dans le bureau où bosse Jenelle, dans la tour nord donc, chacun s'efforce de maîtriser son angoisse. Et petit à petit, le scénario se dessine. La tour nord mesure 110 étages de haut et quelque chose de terrible vient de se produire vers son sommet. Depuis leur position, Jenelle et ses collègues ignorent que l'impact a détruit les issues de secours aux étages touchés, piégeant toutes les personnes situées au-delà du 93e étage. À ce moment précis, tout ce qu'ils constatent, c'est un incendie important au sommet de la tour et une forte odeur de brûlé qui commence à se répandre par les conduits de ventilation. Quelques minutes après l'impact du vol 11, les agents de la Port Authority conseillent à leurs employés de la tour nord de rester à leur poste en attendant des instructions, car le bâtiment semblait encore solide. Jenelle Guzman Macmillan et plusieurs collègues, dont Rosa Gonzalez qui finalement est arrivée, décident alors de rester ensemble dans un groupe d'environ 15 personnes. Dans leur tour, aucun signal d'évacuation, pas d'alarme, pas de consignes claires, toutes les communications ont comme été coupées.
Certains commencent à rassembler leurs affaires et à descendre, tandis que d'autres hésitent, ne sachant pas s'il vaut mieux partir ou attendre. Jonel, partagé entre son instinct de fuir et la volonté de rester groupé tant que la situation reste floue, préfère rester avec Rosa et les autres dans les bureaux. Vu que dans leur tour il n'y a pas d'alarme incendie ou de signal clair d'évacuation, les réactions, elles divergent pas mal d'un individu à un autre. Jonel à ce moment-là, elle se rappelle surtout d'un exercice d'évacuation mené récemment dans la tour, et lors de cet exercice, des alarmes sonores et visuelles avaient été déclenchées. Or, rien de tel ne se produit en ce moment. Peut-être que la situation, si dramatique soit-elle, est sous contrôle. En tout cas, c'est ce qu'elle se dit pour se rassurer. Toujours dans son bureau, Jonel compose rapidement le numéro de son compagnon, Roger, depuis son téléphone. À peine a-t-il décroché qu'elle lui dit qu'un incident grave a eu lieu dans la tour, peut-être une explosion, peut-être un tremblement de terre, elle n'en sait rien. Et de son côté, Roger, il va la supplier de quitter les lieux au plus vite. Alors Jonel, elle lui promet de faire attention, mais elle explique que pour le moment, selon elle, il est plus sûr de rester. Ce sont à peu près les seuls mots qu'ils ont pu brièvement s'échanger, car quelques instants plus tard, les lignes se mettent à saturer alors que des milliers d'appels convergent en même temps à Manhattan. Il est 8h50, ça fait maintenant 4 minutes que l'impact a eu lieu. Jonel et quelques collègues décident d'allumer la télévision dans une salle de conférence pour obtenir des informations, et très vite, les premières images du drame apparaissent sur les écrans. La tour nord du World Trade Center est en feu. Les journalistes, dans un flot totalement confus, parlent d'une explosion ou peut-être d'un avion qui aurait percuté la tour. Enfin, quoi qu'il en soit, en quelques minutes, la nouvelle fait le tour des chaînes. Il y a un trou béant dans la tour, c'est irréel, c'est pas possible, la situation est tellement lunaire que Jonel et ses collègues n'arrivent juste pas à processer ce qu'ils sont en train de voir. Autour d'elle, la situation empire, l'air se charge progressivement de fumée, une odeur très forte de brûlé de kérosène se propage, signe que l'incendie au-dessus gagne en intensité. Ils le savent pas encore, mais peut-être qu'ils sont déjà condamnés. La structure de la tour tient encore, mais pour combien de temps? Jonel et Rosa restent unis, et elles attendent un signe clair pour se décider à partir. Elles restent donc là, 9h passent, 9h01, 9h02, 9h03. La tour sud vient d'être percutée à son tour, 17 minutes seulement après le crash du vol American Airlines 11 dans la tour nord. À travers les fenêtres, on voit une boule de feu orange surgir du World Trade Center 2, la tour sud juste à côté. Un deuxième avion, le vol United 175, vient de s'écraser délibérément contre la tour sud, atteignant les étages 77 à 85. C'était un Boeing 767 parti de Boston à 8h14 à destination de Los Angeles qui transportait 65 personnes à son bord, dont 5 terroristes. Des millions de téléspectateurs ont vécu en direct l'attentat le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis. Désormais, une chose est sûre, ce n'est pas un accident. En fait, lorsque le premier avion a percuté la tour nord, la majorité des témoins dans les tours comme dans les rues de Manhattan ont d'abord pensé à un terrible accident aérien. Un petit avion de tourisme égaré, une erreur de pilotage, une panne mécanique. Les médias eux-mêmes ont relayé cette hypothèse faute d'informations claires et surtout, l'idée d'un acte volontaire semblait inconcevable. Ça leur traversait même pas l'esprit tellement c'était trop gros pour être vrai. Mais à 9h03, lorsque le deuxième crash survient, cette théorie s'effondre instantanément. 2 avions, 2 impacts à moins de 20 minutes d'intervalle sur le même complexe. L'hypothèse de l'accident laisse place à la certitude terrifiante qu'il s'agit d'une attaque coordonnée plongeant la ville de New York dans une réalité jusque-là inimaginable. Dans la tour nord, le second choc a clairement fini de balayer le doute. Jonel et ses collègues n'ont plus qu'une seule idée en tête, évacuer au plus vite. Le gros problème, c'est que les ascenseurs, déjà inutilisables depuis le premier impact, sont désormais complètement hors service. Il ne reste qu'une seule issue, les escaliers de secours. Une chose est sûre, au vu du nombre d'escaliers à emprunter et de la dizaine de milliers de travailleurs qui se mettent à évacuer au même moment, leur sortie va prendre beaucoup de temps. Beaucoup trop de temps. En quelques secondes, Jonel, Rosa et les autres s'engagent vers la cage d'escalier la plus proche, suivant les pictogrammes verts de sortie qui jalonnent le couloir. Dans la descente, l'atmosphère est extrêmement oppressante, mais plutôt bien organisée quand même. C'est le moment le plus critique de l'évacuation, ça bouchonne, il fait chaud, tous les occupants sont confinés dans un espace assez étroit, mais tant que la tour résiste, l'espoir subsiste.
Jenelle croise les premiers pompiers new-yorkais gravir les marches en sens inverse pour se rendre vers les étages sinistrés du haut, des véritables héros qui, malgré le danger, s'empressent pour atteindre les étages supérieurs. 343 d'entre eux décéderont cette journée-là. Ça fait maintenant un peu plus d'une heure que Jenelle, toujours accompagnée de sa collègue Rosa, évolue dans les escaliers de la tour nord. Vers 10h28, elle atteint approximativement le 13e étage, elle n'est plus très loin de la sortie, quand, soudain... En quelques secondes, le sol s'est mis à vibrer, les murs se sont disloqués, puis le noir absolu. La tour nord vient de s'effondrer, Jenelle est désormais ensevelie sous des tonnes de gravats. En une fraction de seconde, 110 étages de béton, d'acier et de mobilier se sont écroulés les uns sur les autres au-dessus d'elle. Puis, après tout ce vacarme, plus un bruit. Le silence est assourdissant. À l'extérieur, le site du World Trade Center n'est plus qu'un paysage apocalyptique de débris fumants. Un épais nuage de poussière grise enveloppe le sud de Manhattan, plongeant les rues dans une quasi-obscurité en plein jour. Des secouristes, pompiers, policiers et volontaires convergent déjà vers le gigantesque amas de ruines qui sera surnommé The Pile, à la recherche de survivants éventuels. Sous ce qui reste de la tour nord, Jenelle se retrouve ensevelie vivante. Elle est encore consciente, ça c'est un vrai miracle, mais elle ne voit rien, ne sait pas où elle se trouve, et il y a très peu de chances qu'elle soit retrouvée au vu de la densité de l'amas de débris. Elle réalise vite que son corps est coincé dans une position anormale, sa jambe droite est broyée sous des gravats, elle a des ecchymoses au visage, Jenelle tente de bouger, mais c'est impossible. La jeune femme de 30 ans, qui même pas 2 heures plus tôt admirait la vue du haut du 64e étage en buvant son chocolat chaud, est maintenant prisonnière d'un amas d'acier tordu et de ciment. Son compagnon Roger a très probablement vu l'effondrement en direct. Il n'a plus de nouvelles de sa femme, et pour lui, elle est très probablement décédée dans l'effondrement. Au début, Jenelle, elle est sous le choc. Elle a du mal à comprendre ce qui vient de se passer, tout s'est écroulé si vite qu'elle n'a pas eu le temps d'anticiper quoi que ce soit. Pendant de longues minutes, elle reste allongée et quasi immobile, espérant se réveiller de ce cauchemar. Autour d'elle, la dense poussière de ciment la fait suffoquer, elle tousse, recrache de la poussière et réalise qu'elle peut à peine crier. Sa gorge et sa bouche sont complètement obstruées par de la poudre grisâtre. Littéralement, son seul moyen de se faire remarquer, c'est d'appeler à l'aide, mais aucun son ne sort de sa bouche. Et c'est à ce moment-là qu'elle commence réellement à paniquer. Personne ne sait où elle se trouve, et elle n'a aucun moyen de se faire entendre. Malgré son isolement sous les ruines, elle entend parfois des sons à travers les gravats. Des sirènes de camions de pompiers au loin, des bips de talkie-walkie de secouristes. Même si elle se trouve dans une situation chaotique, ces sons la rassurent. Ils lui confirment que le monde extérieur est là et que les secours sont arrivés sur place. Elle tente une nouvelle fois d'appeler les secours, mais ça bouge pas, sa bouche est toujours aussi sèche, sa gorge toujours brûlée par la poussière. Jenelle se sent totalement impuissante. Sur le site de Ground Zero, où se dressaient quelques heures plus tôt les 2 tours du World Trade Center, la tension est à son paroxysme. Plus de 10 000 secouristes, pompiers, policiers, médecins et bénévoles fouillent sans relâche les décombres à la recherche de survivants. Sous les ruines, Jenelle n'a aucune notion du temps qui défile. Elle sombre par moments dans une sorte de semi-conscience, puis reprend ses esprits, son état de santé est très fragile, l'état de sa jambe est vraiment inquiétant, son corps est comprimé sous les débris et chaque respiration est un effort. La situation est juste catastrophique, Jenelle va devoir passer la nuit sous les décombres. Une chose est sûre, son temps est compté. Sous sa pile de gravats, elle ignore qu'à la surface, le site du World Trade Center est désormais éclairé par des projecteurs surpuissants et que des centaines de secouristes poursuivent leurs recherches malgré l'obscurité. Sur The Pile, les sauveteurs continuent de creuser, formant des chaînes humaines pour évacuer les gravats à la pelle et au seau, et aux alentours de 23 h, soit presque 10 heures après les effondrements, un premier miracle a lieu. Les secouristes parviennent à extraire un premier survivant dans les décombres. Il s'agit de Will Gimno, un officier de police. Il a été découvert grièvement blessé mais vivant,
et la nouvelle de cette vie sauvée se répand parmi les secouristes, ravivant au passage un peu d'espoir nécessaire sur Ground Zero. Des rescapés ont survécu à l'effondrement. En dessous, Jenelle, elle sait rien de ses avancées. Elle commence à ressentir les effets de la déshydratation et de l'épuisement, son corps engourdi la fait atrocement souffrir, en particulier sa jambe droite toujours broyée sous un pilier effondré. Après plus de 20 heures de douleur avec un air irrespirable, elle perd de plus en plus espoir. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que mes collègues Rosa et Suzanne ont survécu? Est-ce que Roger pense qu'il est déjà trop tard? Tant de questions sans réponse qui la hantent. Elle continue à tenir bon malgré tout, et au petit matin du 12 septembre, l'eau brise se lève sur un paysage apocalyptique. C'est vraiment à ce moment-là que les New-Yorkais découvrent l'ampleur des dégâts. C'est une catastrophe. Vers 7 h du matin, un second miracle survient pour les secouristes. Non loin de l'endroit où Will a été trouvé, ils parviennent à extraire des ruines d'un autre policier, le sergent John McLaughlin. La flamme brille encore chez les équipes de recherche. Si jusque-là 2 personnes ont survécu, peut-être y en a-t-il d'autres encore en vie sous les décombres. Il est maintenant plus de 10 h du matin et Jenelle vient officiellement de passer sa 24e heure sous les débris. Voilà plus d'une journée entière qu'elle est ensevelie vivante dans le noir, seule et terrifiée. Elle sent qu'elle est sur le point de renoncer, épuisée et résignée à l'idée qu'on ne la retrouvera jamais à temps. Ses yeux se ferment doucement. Ce n'est maintenant plus qu'une question d'heures, voire de minutes. The pain, it was excruciating. It felt like I was there forever. And I stood there and I said, God, I need to do something. My hand stood out there and someone grabbed me by my hand and they said, I got you. My name is Paul. And when that person grabbed my hand, I felt it. I hold onto his hand and I just felt the calmness in my body and I said, oh, thank God. And he said, I'm not going to let you go. You're going to be fine. Just hold onto my hands. I'm not going to let you go. Il est environ 12h30 ce mercredi 12 septembre lorsque Jenelle Guzman Macmillan est tissée hors des décombres de la tour nord, en vie. Cela faisait près de 27 heures qu'elle était ensevelie sous les ruines du World Trade Center. Admise d'urgence à l'hôpital Bellevue de New York, elle subit plusieurs opérations pour soigner sa jambe écrasée et ses blessures. Sa convalescence dure plusieurs mois, ponctuée de séances de rééducation pour réapprendre à marcher. Et malgré les séances et les cicatrices, son rétablissement complet sera considéré comme un véritable miracle. Plus tard, elle apprendra qu'elle fut la dernière personne à avoir été secourue des décombres, la dernière survivante de l'attaque des tours jumelles. Les attaques contre le World Trade Center ont causé la mort de 2753 personnes à New York, sur un total de 2977 victimes lorsqu'on inclut les attentats du Pentagone et le crash du vol 93 en Pennsylvanie. Parmi les victimes figure le nom de Susan Mishkovich et de Rosa Gonzalez, ses 2 collègues mais surtout amies, qui elles n'ont pas survécu à l'effondrement. Après cet événement que personne n'aurait pu prédire, Jenelle Guzman Macmillan a radicalement changé sa vision de la vie. Moins d'1 an après les événements, elle a obtenu la citoyenneté américaine, s'est mariée avec son compagnon Roger Macmillan. Le couple a ensuite fondé une famille et s'est installé à Long Island, où ils ont élevé 2 filles, Katie et Kelly, qui sont aujourd'hui adolescentes. Marquée par son expérience, elle s'est également investie dans des actions de témoignage et de sensibilisation. En 2011, elle a publié un livre autobiographique intitulé Angel in the Rubble, dans lequel elle revient en détail sur son calvaire et sa survie. Et aujourd'hui encore, elle continue à témoigner publiquement, notamment lors des commémorations du 11 septembre, et consacre une partie de son temps à des causes humanitaires et à l'accompagnement des personnes traumatisées par des catastrophes. My life before was pretty messed up. I just wanted to be living that life of glitz and glamour, you know, the fame and everything, but this was like a wake-up call for me. I'm grateful and just, you know, so thankful to be alive today. And if I'm here now telling this story and sharing my testimony, it's because I know there is a plan and a purpose for me. My life here on this earth is not done.